Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci de me recevoir chez vous. Merci pour le partage, merci pour les abonnements, merci pour les commentaires. Alors, je vous prie vraiment de regarder, je ne sais pas, ça va être peut-être deux vidéos que je vais faire parce que je pense que ces deux vidéos sont importantes. Ça peut vous inspirer, ça peut vraiment nous aider à comprendre certaines réalités de notre pays. Alors, il y avait dernièrement une sortie médiatique de Madame Yvonne Makolo, la PDG de Rwan Air. Ok, je connais beaucoup plus sa sœur, la Nicole Makolo. En tout cas, quand cette femme-là parle du Congo, je ne sais pas quelle haine, je ne sais pas. Il paraît que l'un des parents, ou je sais pas, il a de la famille en République démocratique du Congo. Mais quand tu parles de la République démocratique du Congo, il y avait une certaine haine. Alors, vraiment, je voulais parler de cette situation-là pour nous donner au moins réfléchir et comprendre vraiment qu'est-ce que cela signifie pour nous comme pays, la République démocratique du Congo. Alors, la madame Yvonne Makolo annonce une probable fermeture du Rwan Air qui ne fait plus de bénéfices ou qui est en difficulté, tout simplement parce que la République démocratique du Congo avait fermé son espace aérien. Ça nous doute tout simplement, la première compréhension, tu n'as même pas beaucoup de réfléchir. Donc, tout simplement, fermer seulement l'espace aérien de la République démocratique du Congo, ça met toute une compagnie aérienne en difficulté. Ça parle de la puissance et de la force de la République démocratique du Congo par rapport au Rwanda. Le rapport de force, c'est une décision et puis c'est ce que ça veut dire, le rapport de force. Donc, la femme a dit qu'à cause de cela, il y aura les destinations comme Benin, comme Congo-Brazzaville, comme le Nigeria, qui ne peuvent plus être servies. Il paraît qu'il y avait même 15 vols annulés. Il y avait même des problèmes d'approvisionnement. Je ne sais pas si vous avez suivi une femme, mais je crois qu'elle doit être une Ougandaise qui parlait du Rwandais. Hein. Si tu veux regarder, c'est en anglais. Hein. Je ne sais pas si vous allez comprendre. C'est en anglais, alors si vous allez regarder sur Fly Rwanda, on your own risk. Don't visit the Rwanda Great Lakes Post. Great Lake Post. Hein? Elle parle là-bas et je ne sais pas si c'est elle qui fait les Great Lake Post, je ne sais pas. Mais moi, j'ai regardé ça, elle parle du Rwanda vraiment des mauvaises termes. Alors, c'est pour cette raison, avant que je continue, je vais vous donner deux de mes thèses, ou tout au moins trois. Alors, je vais essayer vraiment d'argumenter pour vous montrer que par rapport à mes observations, c'est ce qui se passe réellement. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça peut dire que c'est possible que je me trompe. Mais on peut voir. Voyons. Alors, je vais surtout insister, surtout pour les personnes qui sont contre le président. Parce que là aussi, je vais faire une vidéo peut-être après pour démontrer que le président de la République avait pris beaucoup de décisions intelligentes et salvatrices pour la République démocratique du Congo à cause des négociations, parce que je vois qu'il y a bientôt des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Ça va peut-être avoir lieu demain à Ankara ou bien à Istanbul. Mais quand vous regardez ces histoires, quand vous analysez, vous allez comprendre que le président de la République a pris des décisions salvatrices. Surtout vous, les gens de l'opposition, parce que vous pensez là, moi, je suis en train de faire du dialélo, je suis en train de chanter pour la gloire de Tshisekedi, personne que je ne connais pas, je n'ai aucun lien, je ne cherche rien, j'ai une très bonne vie. Entre nous soit dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que tout le monde doit vivre de la politique. Non. Alors, il faut dire que il faut avoir l'honnêteté de reconnaître, je pense,
Il y a peut-être un groupe de gens qui réfléchissent avec lui sur ces choses, mais vraiment de très bonnes décisions ont été prises. Alors, je vous donne maintenant ma thèse. La première thèse, je pense que la République démocratique du Congo n'a pas besoin du Rwanda, mais c'est le Rwanda qui a besoin de la République démocratique du Congo. Je l'ai toujours dit et je le répète, c'est ce que cette histoire des Rwandais montre. C'est le Rwanda qui a besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin du Rwanda. Alors, la deuxième des choses, le Rwanda a beaucoup plus besoin de la paix que nous, la République démocratique du Congo. Autrement dit, si cette guerre continue comme elle continue et la République démocratique du Congo continue à résister et qu'on fait peut-être encore 3 ans, parce que cette guerre a fait à peu près 3 ans ou 4 ans, 3 ans, je vous assure, le Rwanda sera au bord. Ce n'est pas le Rwanda qui sera en faillite, tout le Rwanda sera en faillite. On peut parier. On peut parier. Alors, autrement dit, la politique sécuritaire du Rwanda, c'est pourquoi Mme Kwaikamba va parler de la politique sécuritaire aujourd'hui. Je vais parler là-dessus, elle en a parlé aujourd'hui. La politique du Rwanda, même l'économie du Rwanda, la vie sociale au Rwanda, même la vie culturelle du Rwanda dépend, et même spirituelle, okay, là peut-être exagéré, dépend absolument de la République démocratique du Congo. Si Tshisekedi se réveille un jour et construit un mur entre nous et le Rwanda, je vous assure, le Rwanda sera complètement asphyxié. C'est un petit pays enclavé, n'est-ce pas? Alors, vous voyez que c'est le Rwanda qui a beaucoup plus besoin de nous. C'est le Rwanda qui a beaucoup besoin de paix. C'est le Rwanda qui a beaucoup plus besoin de sécurité que nous. Alors, c'est ce que cette histoire de Rwandais montre. Alors, je vais vous donner maintenant mes arguments pourquoi je pense comme ça. D'abord, je venais de vous donner, je ne sais pas si le président de la République a pris d'autres mesures, d'autres sanctions contre le Rwanda, fermer l'espace aérien, expulser les diplomates rwandais. Alors, Mme Kaikwamba en elle seule a mis les diplomates rwandais au Conseil de sécurité en mal. Les messieurs a fui, donc ça montre quelque chose. Alors, des diplomates rwandais se réfugient en Bruxelles, ça montre aussi quelque chose, ça montre vraiment quelque chose. Alors, imaginez si quelque chose comme ça s'est passé en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous vous réalisez, dans un pays, il n'y a pas de liberté d'expression. Dans un pays où les gens raisonnent par procuration. Au Rwanda, tu ne peux pas dire ce que tu penses. Tu ne peux pas le dire. Donc, cette femme-là, la réalité est tellement là. Les choses sont tellement claires. On annule les vols. Il n'y a plus de bénéfices. Ça ne marche plus. Donc, ça veut dire qu'ils ont essayé d'étouffer. Mais les faits sont tellement têtus que cette femme-là est sortie pour raconter ce qu'elle a raconté là. Imaginez quelque chose comme ça, République démocratique du Congo. Tout le monde sera en train de commenter dans toutes les directions. Alors dernièrement, par exemple, il y a Nicolas Kazadi qui est sorti, tout le monde commente. Il y a des gens qui insultent Tshisekedi, qui le critiquent. Il y a des gens comme nous qui faisons des analyses. Chacun est libre de penser, de dire ce qu'il pense. N'est-ce pas? Chacun est libre. Alors, tu vois les gens comme de la Senko, tu vois les gens, des opposants qui se trimballent partout pour raconter, pour dire non, chez nous, il n'y a pas de démocratie, il y a une dictature, la presse est muselée, des choses comme ça. Alors, j'ai seulement une petite question pour messieurs les opposants et les messieurs de la Senko. C'est quoi une dictature? Si vraiment Tshisekedi est un dictateur, qu'est-ce qu'il y a au Rwanda? Qu'est-ce qu'il y a en Ouganda? Qu'est-ce qu'il y a
au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qu'il y a en Corée du Nord? En Corée du Nord, je ne sais. Parce que là, c'est même pire. Vous avez vu les journalistes de la Corée du Nord, comment ils présentent les infos? Mais, mode militaire. Alors, vous comprenez que Tshisekedi, ou tout au moins la politique que Tshisekedi ont mis en place, est en train vraiment de pousser les Rwandais et la République rwandaise au bout du gouffre. Hein? Alors, je vous donne maintenant encore quelques éléments de pourquoi je pense que ce sont les Rwandais qui ont beaucoup plus besoin de nous que nous deux. Je vois, il y a la disparition à la télé des commentaires des gens qui venaient parler sur le Congo, les spécialistes du Grand Lac, les spécialistes de la République démocratique du Congo. En tout cas, ils ont disparu, hein? Je ne sais pas. Parce que de temps en temps, pour faire ces analyses, on doit regarder la télé de Rwandais. Il faut avoir du courage pour regarder si tous ces gens-là, comment ils s'appellent, des gens qui nous prenaient, nous les Congolais, des gens qui étudiaient, d'abord par le français qu'ils parlent. Tu sais qu'ils ont étudié au Congo, qu'ils ont même profité peut-être des bourses de la République démocratique du Congo, et ils se mettent là en train de nous insulter, comment nous ne sommes pas intelligents. Ok. Maintenant, que Rwandais nous montre ce qui se passe là-bas. Venez à la télé, venez expliquer, venez insulter Tshisekedi. Venez à la télé, venez. Tite, je sais, un Tite, hein? Spécialiste, viens à la télé. Hein? Alors, spécialiste, tu peux encore maintenant sauver Rwandais? Le Congo a fermé l'espace, seulement l'espace. Tu peux sauver Rwandais? Ok, maintenant, il faut aller parler avec Tshisekedi, spécialiste. Parce que c'est Tshisekedi qui a fermé, hein, les moins intelligents, les taximens, ou je ne sais pas, les pizza man. Il a fermé l'espace rwandais cadavéré. C'est le début. Il y a quelqu'un, c'est quoi? C'est les Sango Mukozi qui dit toujours Okofi Balisu. Comme toi, tu parles anglais, tu comprends. Okofi Balisu. Vous allez Kofi Balisu. Je ne sais pas si ça peut se traduire en français, ça. Vous allez sucer vos yeux. Vous allez sucer l'œil. Je ne sais pas si c'est juste. Alors, entre-temps... Alors, à Washington, là-bas, les Rwandais sont allés reconnaître qu'ils sont au Congo alors que leur président devant tout le monde. Quelle humiliation! Un président qui sort. Est-ce que vous avez des militaires au Congo? Non. Tu es le chef? Non. Et maintenant, vous allez là-bas à Washington, vous signez comme quoi les accords de principe et vous reconnaissez que vos militaires sont au Congo. Maintenant, cette histoire de Kibuka, hein, 31. Alors, vous voyez là-bas, Kagame, l'homme d'un calme légendaire, et tout à coup, il est là-bas, et go to hell, go to hell, go to hell, go to hell. Oh, Kagame, ce n'est que le début. À moins que vous signiez ces accords de paix, vous sortiez vos militaires, tu cesses de détruire l'Est de la République du Congo. Ça ne fait que commencer. La chaussure, là, va encore te serrer encore beaucoup plus. Ça va faire très mal. Il faut maintenant prendre vraiment le courage de dire, voilà, je signe cette histoire et puis on sort. Alors, vous voyez l'isolation diplomatique que ça fait, M. Kagame. Alors, il était dernièrement en Afrique là-bas. Il y avait à Côte d'Ivoire, Afrique ici, et au Forum 2025. Alors, je l'ai vu à côté du président Ramaphosa. Je vous avais dit, je pensais que c'était au Rwanda. C'est pourquoi j'étais un peu déçu, parce que moi, je pensais que vraiment des
vraiment, la présence de beaucoup de chefs d'État m'avait surpris. Alors, c'était une erreur de ma part. Je pensais que c'était au Rwanda alors que c'était à Abidjan. Alors, j'ai vu Ramaphosa, j'ai vu Ouattara. Ouattara, c'est un nègre de maison, hein, vous savez. J'ai vu Diomaye Faye. Et puis, alors pendant ça, il y avait quelqu'un qui leur posait la question. Et puis, il y avait Ramaphosa et tout. Et puis, tout à coup, Ramaphosa avait répondu comme ouais, les gens pensaient qu'il y aurait des intercelles entre moi et le président Kagame. Et là, moi, j'étais déçu, complètement déçu. Mais entre-temps, j'étais toujours en train de me poser la question, mais qu'est-ce que les gens de la SADC sont venus faire en République démocratique du Congo? Ils n'ont rien aidé. Après, ils font sortir, j'ai vu cet accord-là qu'ils ont signé avec les M23. Et puis, ils sont sortis par, euh, par le Rwanda. Et entre-temps, moi, je pensais qu'il y aurait des intercelles parce que vraiment, pour nous qui parlons anglais, et quand tu suis les discussions au Parlement, parce que j'ai suivi toutes les discussions au Parlement sud-africain pendant cette période de la tension, là, il y avait, je pense qu'il y aura des étincelles. On parlait des Rwanda comme un petit pays et tout à coup, Ramaphosa a dit, il n'y a pas des étincelles. J'étais déçu. Mais après, j'ai réfléchi. Quand ma réflexion est tombée vraiment sur la réaction de Kagame, quand Ramaphosa a dit ça, je vous assure, il était tellement content. Je n'ai jamais vu Kagame comme ça, libéré, content. Là, c'était authentique. Il était vraiment content. Alors tout à coup, il a tapé la main de Ramaphosa et je me disais, waouh, ce type était vraiment sous pression. Ce type était sous pression. Donc c'était un moment de légèreté où quelque chose de sincère est sorti, où tu sens que ce type-là était isolé, quelque chose le pesait et tout à coup à ce moment-là, c'est comme si cette histoire-là est partie. Mais moi, j'ai compris une chose. Vous savez que les gens comme les Sénégalais, là, les Diomaye Faye, les Traoré, Ibrahim Traoré, les Ousmane Sonko, tous ces gens-là, c'était des gens qui prenaient Kagame comme un modèle. Mais depuis que Tshisekedi est parti ici, là-bas, tout ça, Kagame, la réputation est complètement salie, complètement finie. Alors tous ces gens-là, ils n'ont plus, Sonko même qui parlait de Kagame et tout ça, ils n'en parlent plus. Hein. Diomaye, ils n'en parlent plus. Alors c'était vraiment un moment pour lui énorme que Ramaphosa a dit ça. A dit non, il n'y a plus d'étincelle. Mais moi, ça m'a révélé quelque chose. Kagame est très faible. Kagame est très faible. Ça montre que non pas seulement les sanctions économiques, mais les sanctions au niveau de l'isolation diplomatique continuent à les peser. Ça pèse, et beaucoup de morts, ça pèse sur sa conscience. C'est ce qui me fait voir. D'abord, la première des choses, Tshisekedi était sous une pression énorme. Parce que ça, c'est de la réelle politique, ce que j'ai vu là entre Ramaphosa et Kagame. Donc, j'ai compris que cette histoire de EAC, SADC, c'était contre nous. Ce sont des gens qui faisaient de la pression énorme sur Tshisekedi pour qu'il accepte l'inacceptable. Oh, serrez-vous les mains, faites la paix de braves et tout ça. Et Tshisekedi, non, il n'en voulait pas. Je pense, à cause de cet échec, à cause de la pression, il voit que Tshisekedi ne bouge pas. À cause de cette pression-là, Kagame est allé à Doha. Et là où ils se sont allés raconter pour la première fois, Tshisekedi a refusé de la serrer la main. Vous comprenez? Hein? Alors là, ils sont allés là-bas. Non, ils ne sont pas serrés la main. Et vous voyez que Kagame est toujours sous pression. Il est faible.
il est faible. Alors, excusez-moi, vous avez aussi suivi qu'il y avait que les négociations du Qatar là-bas sont bloquées. Ça, je vais expliquer ça après quand je vais parler des bonnes décisions que Tshisekedi a prises. Alors, non pas seulement cela, les négociations là-bas sont bloquées. Tout ça, ça fait de la pression parce que lui, il veut la paix. Si ça continue comme ça, son économie sera par terre. Son économie, peut-être le seul pays qui peut encore les sauver, peut-être à part de prêts ou de dettes, c'est le Qatar. Je ne vois pas. Mais Kagame est en difficulté. Alors, là-bas, à ces forums-là, il a dit quelque chose que je trouve très important de relever pour que vous compreniez même le mindset, la façon de réfléchir de Kagame. Alors il dit, l'Afrique est riche. Nous ne devons pas être là où nous sommes. Alors, je me suis posé la question, dites-moi, quand on parle de l'Afrique est riche, de quoi Kagame veut parler? Surtout toi, Tite, toi l'expert du Grand Lac. Hein? Quand il dit l'Afrique est très riche, vous savez, tout le monde sait que pour que l'Afrique émerge, c'est la République démocratique. Prenez seulement Inga. Inga peut fournir de l'électricité à une très grande partie de toute l'Afrique. Toute l'Afrique. Seulement Inga. Inga seulement. Or, en République démocratique du Congo, on peut faire combien de Inga? Allez seulement ici à Zongo. Allez, on peut produire combien de Inga en République démocratique du Congo? Donc, quand on parle de richesse, on voit la République démocratique du Congo. Alors, Kagame, pour ne pas parler de la République démocratique du Congo, lui, il parle de l'Afrique. L'Afrique est riche. Alors maintenant, le problème est qu'il a critiqué l'Union africaine et tout ça, mais il n'y a personne qui le suit, personne ne le prend au sérieux. Lui qui parlait de panafricanisme, oh, j'enlève le visa, personne ne le prend au sérieux. Pourquoi? Parce que tu es là depuis 30 ans, ou plus de 30 ans, tu es en train de tuer, en train de piller, en train de voler. Alors, personne ne le prend au sérieux. Malheureusement, je dois dire en même temps que quand j'écoute ces discours de Kagame, comme quoi nous sommes interconnectés, des choses comme ça. En tout cas, je suis en train de voir Kamere. Je suis en train de voir les gouverneurs du Sud Kivu, parce que j'ai suivi leurs discours et tout ça. C'est toujours la même chose. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie pour nous, la République démocratique du Congo, surtout dans ce contexte de ce dialogue? La première des choses, le Rwanda veut absolument redynamiser ses relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. D'ailleurs, c'est maintenant que vous comprenez pourquoi les ministre des Affaires étrangères étant toujours en train d'insister dans son discours sur cette coopération. Autrement dit, ils ont besoin des poignées de main. Ils ont besoin de ces poignées de main de Tshisekedi. Que Tshisekedi donne sa main au Rwanda, à Kagame. Là. Vous avez vu même la madame, là, quoi? Cette femme, madame Kaikwamba. Elle fait comme ça, elle ne veut pas donner sa main. Parce que ce sont les Rwandais qui ont besoin de cette main-là. Le problème entre nous et les Rwandais devient un problème générationnel. Je ne sais pas comment ça va. Ces mensonges comme quoi, oh, c'est comme l'Allemagne et la France. Non, l'Allemagne et la France. L'Allemagne est grand pays, la France est grand pays.
Alors, vous allez me dire un pays continent. La République démocratique du Congo, c'est toute l'Europe occidentale. Tu vas aller maintenant vouloir s'abaisser, commencer à faire comme on était traiter avec le Rwanda, comme on traite avec un pays d'égal à égal. Ça ne va pas marcher. Si ça ne marche pas maintenant avec Tshisekedi, comment ça va marcher avec beaucoup d'autres qui vont venir après? C'est pourquoi ce sont eux qui ont besoin de cette paix, ce sont eux qui ont besoin de ces comment on dit, de ces poignées de main. Ce sont eux qui en ont besoin. C'est pourquoi Tshisekedi ne l'a pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer là-bas à Washington. Je ne sais pas s'il va les saluer là-bas à Washington parce que ça ne va pas être facile. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il va les saluer là-bas, à Washington? Hein? Madame Kwaikom maintenant va aussi chez Olivier? Je ne sais pas. Hein? Parce que c'est ça que les Rwandais cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'ils ont besoin des Congolais. Je vous avais déjà dit, je pense que les Rwandais là-bas, si vous dites aux Rwandais, à partir d'aujourd'hui, devenez tous des Congolais, et ils vont vouloir tous devenir des Congolais. Nous, personne ne va aller pour devenir Rwandais. Qu'est-ce que tu vas aller chercher au Rwanda là-bas? Ça, c'est la première des choses. D'ailleurs, cette poignée de main-là va l'aider à changer son image. Là, c'est comme le sang de Jésus. Ça va, pardonnez-moi ça, je ne dois pas faire ça, c'est comme un blasphème. C'est comme du savon pour les purifier, les laver comme ça. Il peut encore dire que nous avons fait la paix des braves et des choses comme ça. La deuxième des choses, ils vont tout faire, et d'ailleurs c'est même l'objet des négociations. Ils veulent tout faire pour arrimer leur économie à l'économie de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi tu vois, oh nous on doit faire un deal entre le Rwanda, un deal entre les États-Unis, un deal. Donc toutes ces négociations ici, c'est pour que le Rwanda se retrouve. C'est pour que le Rwanda se retrouve. Et d'ailleurs, c'est là où la France est en train de jouer un rôle pour que le Rwanda, d'une certaine façon, sort avec quelque chose, se retrouve. Ce n'est plus les Banyamulenge, ce n'est plus les FDLR, ce n'est plus tout ce qui reste, c'est comment je peux sauver la raffinerie. Comment je peux sauver la raffinerie de coltan, la raffinerie de comment de l'or. Comment je peux sauver l'abattoir. Donc, c'est comme ça les Rwandais sont en train de raisonner. Parce que sans la République démocratique du Congo, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas avec Rwandais. C'est sûr qu'avec l'abattoir aussi, ça ne marche pas. C'est sûr qu'avec la raffinerie aussi, les raffineries de coltan et de ça ne marche pas. Donc, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de la République démocratique du Congo. D'autre part, tout ce que Kagame a construit comme réseau d'influence en République démocratique du Congo, ça ne marche plus. À commencer par Kabila, Katumbi, les Kamere, maintenant peut-être un peu les gens de Senko, et il ne faut pas négliger ces gens-là. Les gens de Senko, ECC, les Banyamulenge, parce que je pense même que les Banyamulenge ont compris qu'on les utilise toujours, mais ils récoltent seulement la haine des autres Congolais, mais ils ne reçoivent rien. Ils ne veulent plus être utilisés. C'est ce que je suis en train d'analyser. Ils ne veulent plus être utilisés. Et Kagame a compris déjà. Il paraît que là-bas, à Doha, il y a un blocage dans les négociations. Il y a un blocage. Il paraît que c'est peut-être la raison pour laquelle ce vice-gouverneur est mort parce que lui, il commençait un peu à se dire, mais comment vous allez négocier? Vous parlez toujours de nous et quand vous allez négocier, vous ne parlez plus de nous. On nous utilise. Et ça, il paraît, ça n'a pas plu. C'est pour qu'on l'a tué. Alors, vous comprenez que c'est le Rwanda qui a beaucoup plus besoin de nous. C'est le Rwanda qui a beaucoup plus besoin de la paix que nous. Et c'est d'ailleurs ce que Mme Kwaikwamba a compris. Parce qu'elle était ici en Allemagne. Elle était ici en Allemagne et elle était en train d'en parler. Je ne sais pas, mais cette femme-là a compris. Elle a compris les rôles
même de la République démocratique du Congo. Vous savez, quand elle était au Conseil de sécurité, elle a dit à cette époque, alors cet ambassadeur des Nations Unies qui avait démissionné, vous n'êtes pas une puissance régionale, vous n'êtes pas une puissance. Maintenant, on sait, entre nous et le Rwanda, qu'il y a une puissance. Maintenant, nous le savons, maintenant, entre nous et le Rwanda, qu'il y a une puissance. Seulement fermé l'espace aérien et il y a des compagnies qui tombent. Alors, maintenant, si on ferme les frontières, c'est là où on va dire go to hell, go to hell. Mais nous, on va aller au hell où? C'est un peu bizarre parce que on disait de Tshisekedi qu'il était idiot. On disait de Tshisekedi qu'il était taximène ou je ne sais pas, livreur de pizza. Et que vraiment c'est malheureux qu'on a un dirigeant comme ça. C'est humiliant. D'ailleurs, quand tu commences à parler comme ça veut dire que tu es coincé quelque part. Maintenant, c'est lui qui a beaucoup plus besoin de la main du pizza man. C'est Kagame. Alors, vous savez, Madame Kwaikamba dit ceci, je vais le lire parce que c'est très bon ce qu'elle dit. Tu sais que les Rwandais disent toujours qu'il y a des préoccupations sécuritaires. Alors elle dit, à propos de ces préoccupations sécuritaires du Rwanda, elle dit, les préoccupations sécuritaires du Rwanda sont réelles, mais ne restons pas dans la théorie. Hein? Parlons de façon concrète. Les morts sont-ils congolais ou rwandais? Elle pose la question, elles sont congolais. Les femmes violées sont-ils congolaises ou rwandaises? Elles sont congolaises. Quand les bombes tombent, les bombes sont larguées, elles choisissent les Banyamulenge, Tutsi ou Hutu, ou ces bombes-là tombent sur tous les Congolais de façon indiscriminée. Alors elle dit, elle conclut, tout le monde a droit à la sécurité. Mais maintenant, c'est le Rwanda qui pille, qui tue et qui viole. Alors, elle continue à propos, et c'est ce qu'elle disait même dans son discours là-bas à Chose, hein, quand on a signé les accords de principe. Elle disait ceci encore. Elle disait que non, il faut qu'il y ait des mécanismes de suivi. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne respecte pas ces accords. Alors, nous allons voir si le Rwanda va honorer les engagements au Qatar ou aux États-Unis. Nous attendons voir si leurs jolis discours vont se matérialiser ou on va rester dans la réalité actuelle qui est l'occupation illégale, des violations des droits de l'homme massifs. Alors vous comprenez, je vous assure, je ne sais pas pour vous qui êtes là-bas en Afrique, hein, je ne sais pas si c'est la même chose, mais vous savez, ici en Europe, hein, quand tu marches sur les crottes d'un chien, quand tu marches sur les caca d'un chien ici en Europe, ça sent terrible. Donc, si tu as un tapis et que tu entres là-bas avec ça, je t'assure, ça sent terrible. Tu dois finir par, tu dois laver cette partie-là. Et même après avoir lavé, ça continue à sentir. Donc, les caca de chien là, c'est terrible. Vous savez ce que je pense? Les Rwandais, vraiment, c'est comme avec Madame Kaikwamba, Wagner. C'est comme si les Rwandais ont marché sur les caca des chiens. Ça sent. Donc, ils vont aux Nations Unies, ça les poursuit là-bas. Ils vont à Doha, ça les poursuit là-bas. Ils vont aux États-Unis, ça les poursuit là-bas. Donc, cette femme, elle est en train de rendre les Rwandais fous. Même Kagame lui-même ne sait pas ce qu'il faut en faire. C'est comme du caca de chien. Je pense, je dois laisser un petit message. Je ne sais pas, partager ça avec Madame Kwaikouamba, parce que c'est très important. Je l'ai vu ici dernièrement en Allemagne. Alors, vraiment, je sais que les accords de paix, le deal et tout ça, c'est important pour la République démocratique du Congo. D'ailleurs, c'est ça vraiment qui va faire que votre nom entre dans l'histoire. Mais je pense vraiment, si vous pouvez faire, Madame, que la République démocratique du Congo, n'oubliez pas la vision du président, faire
de la République démocratique du Congo, l'Allemagne de l'Afrique. C'est une très bonne vision, surtout pour moi qui vis ici en Allemagne. Ok, moi j'ai voyagé un peu, j'ai vu, mais vraiment faire de la République démocratique du Congo, l'Allemagne de l'Afrique, ça c'est une grande vision. Alors, si vous pouvez vraiment réussir à casser vraiment nos relations avec la France et à nous arrimer comme un peuple, que la République démocratique du Congo travaille vraiment main dans la main avec l'Allemagne, je vous assure, Congolais, ça va être un boom énorme. C'est peut-être plus que les États-Unis parce que les Allemands sont complètement différents des Américains. Ils sont beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus structurés. Je vous assure, je vous assure. Alors, il faut aussi vraiment nous aider qu'il n'y ait pas ces histoires d'aide au développement, sous Amenarba. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Il faut faire comme ici, je vois ici, des investissements directs. Aider les gens. Aider les gens avec des investissements directs. Cette histoire de formation professionnelle, c'est ça même, ce qu'il y a en Allemagne. Elle connaît. C'est pourquoi il y a ça. Elle connaît. Si on parle de l'Allemagne, c'est l'éducation. Et cette éducation, elle est toujours duale. On dit ok, dual, c'est en allemand, mais je ne sais pas ce qu'il faut dire en français. Ça veut dire que c'est toujours, en Allemagne ici, quand tu fais une formation, tu dois avoir toujours une partie pratique. Donc, même si tu es à l'université, il y a peu de théorie. On ne veut pas avoir beaucoup de théorie, il faut beaucoup de pratique, beaucoup d'expérience. Alors, en même temps, tu travailles, en même temps, tu vas aux États-Unis. C'est le système allemand, c'est loué dans le monde entier. Alors ça, c'est quelque chose, si vraiment on amène ça aussi en République démocratique du Congo, ça va être énorme. Alors la troisième des choses, je veux qu'il faut faire le soutien à la diaspora allemande et puis peut-être pour la transition énergétique, mais je pense le plus important, c'est de faire cette histoire de formation professionnelle et de faire que les entreprises allemandes s'installent en République démocratique du Congo. Parce que ça va faire un boom énorme, surtout l'automobile ou beaucoup d'autres dans les services. En tout cas, madame, si vous faites ça, vous allez laisser un grand héritage à la République démocratique du Congo. Madame, que le Seigneur vous bénisse, mais en même temps aussi que le Seigneur bénisse la République démocratique du Congo. Vous êtes en train de faire un grand travail. Que Dieu vous bénisse.